Le lustre en cristal au-dessus de la table à manger projetait une lumière fracturée sur le visage d'Amélie Dubois, alors qu'elle regardait ses parents avec une incrédulité absolue. Les mots qu'il venait de prononcer flottaient dans l'air comme une sentence de mort, chaque syllabe résonnant dans sa poitrine. « Marié ?» Sa voix se brisa sur le mot. « Vous me dites que je suis censé épouser un parfait étranger ?» Son père, Philippe Dubois, posa son verre de vin avec une précision mesurée. Son expression ne contenait aucune chaleur, seulement le calcul froid d'un homme d'affaires concluant une affaire. « Pas un étranger, Amélie. Étienne Rousseau. Sa famille possède la moitié de l'immobilier commercial de Lyon. Cette alliance va... » « Alliance ?» Amélie repoussa sa chaise de la table, le bruit résonnant contre le parquet. « Nous ne sommes pas au Moyen-Âge. Je ne suis pas un pion que vous pouvez échanger contre des connexions d'affaires. » Sa mère, Marguerite, tamponna ses lèvres avec une serviette en lin, ses mouvements d'un calme exaspérant. « Ma chérie, tu as 28 ans. Tu n'as ramené personne à la maison. Tu n'as montré aucun intérêt à t'installer. Nous faisons simplement... » « Simplement quoi ? Vous jouez à Dieu avec ma vie ?» Les mains d'Amélie tremblaient, alors qu'elle serrait le bord de la table. « Je ne veux pas de ça ! Vous ne pouvez pas me forcer à... » « Nous le pouvons, en fait. » La voix de Philippe trancha sa protestation comme une lame. « Tu n'as trouvé personne de convenable. Alors nous avons pris les choses en main. Nous avons pris la décision pour toi. » La pièce bascula. Amélie sentit son souffle se couper dans sa gorge, alors qu'elle regardait entre ses parents, cherchant un signe que c'était une plaisanterie tordue. Elle n'en trouva aucun. Marguerite se leva, lissant sa robe de créateur. Étienne vient d'une famille impeccable, diplômé de Sciences Po, prospère, respecté. Il sera un bon mari, Amélie. Meilleur que ce que tu pourrais trouver par toi-même, franchement. Mais je ne l'aime pas. Les mots jaillirent de la poitrine d'Amélie. Je ne l'ai jamais rencontré. Et l'amour ? Et la compatibilité ? Et la sécurité ? Interrompit Philippe, se levant de toute sa hauteur. Et l'héritage familial ? Et faire ce qui est le mieux pour tout le monde impliqué au lieu de poursuivre un fantasme romantique ? Les yeux d'Amélie piquèrent. Alors c'est ça ? Vous avez juste décidé de tout mon avenir. La rencontre est arrangée, dit son père en attrapant sa mallette. Demain soir, 19h, la suite présidentielle aux Villas Florentines. Une suite d'hôtels ? La voix d'Amélie monta d'une octave. Vous m'envoyez dans une chambre d'hôtel avec un homme que je n'ai jamais rencontré ? Pour parler, ajouta rapidement Marguerite. Pour faire connaissance avant l'annonce officielle des fiançailles le mois prochain. C'est insensé. Amélie recula vers l'embrasure de la porte. Je ne le ferai pas. Je partirai. Tu feras exactement ce qu'on te dit, dit Philippe, son ton ne souffrant aucune contradiction. Ou tu peux dire adieu à ton fonds fiduciaire. Ton appartement, celui que nous payons, ton style de vie, celui que nous finançons, ton avenir, celui que nous avons soigneusement construit pour toi, tout disparu. L'ultimatum atterrit comme un coup physique. Amélie resta figée dans l'embrasure, son cœur martelant contre ses côtes. Les murs semblaient se refermer autour d'elle. « La voiture viendra te chercher à 18h30, dit Marguerite, comme si elle discutait de réservation pour le dîner. Porte quelque chose d'approprié. Les premières impressions comptent. Amélie s'enfuit dans sa chambre, claquant la porte derrière elle. Elle s'effondra sur son lit, son esprit s'emballant. Un étranger. Un millionnaire qu'elle n'avait jamais vu. Une suite d'hôtels. Un mariage arrangé comme une fusion d'entreprises. Et absolument aucun moyen de s'échapper. Elle attrapa son téléphone, ses doigts voltigeant sur l'écran alors qu'elle recherchait Étienne Rousseau. Les résultats firent chuter son estomac. Des photos d'un homme d'une beauté saisissante, aux traits marqués et aux yeux qui semblaient percer à travers l'objectif de l'appareil photo. Des articles sur son sens des affaires. Des mentions dans les pages « Société de l'influence de sa famille ». Il était réel. Ce cauchemar se produisait vraiment. Amélie fixa le plafond jusqu'à l'aube, son esprit tournoyant avec des plans d'évasion désespérés qui tous aboutissaient à la même conclusion. Ses parents tenaient toutes les cartes. Son indépendance, sa liberté, toute sa vie,
Tout cela dépendait de leur approbation, de leur argent, de leur contrôle. Le soir suivant arriva bien trop rapidement. Amélie se tenait devant son miroir, son reflet la regardant dans une simple robe noire, qui soudain ressemblait à une armure qu'elle ne savait pas comment porter. Ses mains tremblaient alors qu'elle appliquait du rouge à lèvres. Le trajet en voiture jusqu'aux villas florentines ressemblait à un cortège funèbre. Chaque réverbère qui passait la rapprochait d'un avenir qu'elle n'avait pas choisi. Le hall de l'hôtel s'étendait devant elle comme une épreuve, tout marbre et or et élégance moqueuse. L'ascenseur monta silencieusement jusqu'au dernier étage. Ses talons claquaient contre les sols polis alors qu'elle trouvait la suite présidentielle. Sa main flottait au-dessus de la porte, tremblante. C'était ça, le moment où tout changeait. Elle frappa, et quelque part à l'intérieur, elle entendit du mouvement. Des pas qui s'approchaient, la poignée de la porte qui tournait, et puis elle le vit. Étienne Rousseau se tenait dans l'embrasure, et chaque pensée s'évapora de l'esprit d'Amélie. Les photos ne lui avaient pas rendu justice. Il était grand, facilement plus d'1,80 m, avec des cheveux sombres et des yeux couleur whisky vieilli. Il portait une chemise sur mesure avec les manches retroussées, révélant des avant-bras qui suggéraient qu'il faisait plus que manipuler des papiers dans un bureau. Mais c'était la façon dont il la regardait qui lui coupa le souffle. Pas avec une présomption de droit ou une évaluation froide, mais avec quelque chose qui oscillait entre la curiosité et la reconnaissance, comme s'il voyait au-delà de ses défenses directement dans la tempête en dessous. « Alors, dit-il, sa voix basse et douce comme du Bourbon, vous êtes Amélie Dubois. » Ses lèvres se courbèrent en quelque chose qui n'était pas tout à fait un sourire. « La femme que je suis censé épouser. » La gorge d'Amélie devint sèche. Elle voulait dire quelque chose de cinglant, quelque chose qui établirait sa résistance à cet arrangement absurde. Au lieu de cela, elle se retrouva à absorber chaque détail de lui, la façon dont sa chemise tirait sur ses épaules, l'ombre légère de barbe le long de sa mâchoire, la façon dont son regard tenait le sien sans fléchir. « Je ne vous épouserai pas », réussit-elle finalement à dire, bien que sa voix manquât de la conviction qu'elle avait voulu. Un sourcil sombre s'arqua. « Vraiment ?» Il recula de l'embrasure, faisant un geste vers la suite. « Alors cela ne vous dérangera pas d'entrer pour me dire pourquoi. » Elle hésita. Chaque instinct lui criait de courir, de fuir vers cet ascenseur et hors de cet hôtel, loin de cet homme qui semblait commander l'air même autour de lui. Mais elle releva le menton et passa devant lui dans la suite. La suite présidentielle était exactement ce qu'elle avait attendu. Des baies vitrées du sol au plafond donnant sur la ville, des meubles moelleux arrangés en parfaite symétrie, une bouteille de vin qui respirait sur le bar. Ce à quoi elle ne s'était pas attendue, c'était à quel point l'espace paraîtrait petit avec lui dedans. Étienne ferma la porte avec un clic doux qui sembla faire écho dans tout le corps d'Amélie. Il se dirigea vers les fenêtres, les mains dans les poches, lui donnant un moment pour se ressaisir. « Pour ce que ça vaut, » dit-il, le dos toujours tourné vers elle. « Je n'ai pas choisi cela non plus. » L'aveu la prit au dépourvu. « Alors pourquoi vous y conformez-vous » Il se tourna pour lui faire face, et les lumières de la ville derrière lui créaient un effet de halo qui le faisait paraître presque surnaturel. Parce que parfois nous faisons des sacrifices pour les gens que nous aimons. « Ma mère, elle ne va pas bien. Cette fusion entre nos familles signifie qu'elle aura accès aux meilleurs soins médicaux disponibles. Les connexions de votre père avec les meilleurs hôpitaux de recherche. » Il s'arrêta, sa mâchoire se contractant. « Je ferai n'importe quoi pour elle. Même ça. » La colère d'Amélie faiblit. Elle s'était attendue à de l'arrogance, un sentiment de droit, peut-être même de la cruauté. Pas ça. Pas de la vulnérabilité enveloppée dans la force. Pas un fils prêt à sacrifier son propre bonheur pour la vie de sa mère. « Je suis désolée pour votre mère, » dit-elle doucement, « et je suis désolée que vous soyez forcée dans cela. » Il se rapprocha, pas de façon menaçante, mais avec une grâce mesurée qui fit s'accélérer son pouls. « Mais puisque nous sommes tous les deux piégés dans ce cercle particulier de l'enfer, nous pourrions aussi bien être honnêtes l'un envers l'autre. » « Honnête sur quoi ? Sur le fait que vous êtes terrifié en ce moment.
sur le fait que vous avez probablement passé toute la nuit dernière à planifier des voies d'évasion. Un fantôme de sourire touche à ses lèvres. Sur le fait que vous êtes surprise que je ne sois pas le monstre que vous attendiez. Ses joues rougirent. Vous êtes très sûr de vous. Je sais lire les gens. Il s'arrêta devant elle, assez près pour qu'elle puisse sentir son eau de Cologne, quelque chose de boisé et masculin qui lui embrouillait les sens. Et vous, Amélie Dubois, êtes un livre ouvert en ce moment. Elle croisa les bras, essayant de créer une barrière entre eux. Alors qu'est-ce que vous lisez? Que vous êtes intelligente, indépendante, habituée à contrôler votre propre destin. Ses yeux la scrutèrent, avec une intensité qui la fit frissonner. Que vous détestez l'idée d'être un pion dans le jeu de quelqu'un d'autre. Que vous vous battriez contre ça, avec tout ce que vous avez, si vous le pouviez. Elle ne put nier aucune de ces affirmations. Et je respecte ça. En fait, je l'admire. Il versa 2 verres de vin et lui en tendit un. Mes parents m'ont dit que vous étiez docile, qu'on pouvait compter sur vous pour vous conformer sans poser de questions. Ils avaient tort. Amélie prit le verre, leurs doigts se frôlant brièvement. Vous semblez soulagé par ça. Je le suis. Il leva son verre dans une sorte de toast. Aux femmes qui ne se conforment pas sans poser de questions. Malgré elle, Amélie se surprit presque à sourire. C'est votre façon de flirter? Pas encore. Ses yeux se verrouillèrent sur les siens par-dessus le bord de son verre. Vous le saurez quand je commencerai à flirter. Quelque chose dans son ton fit s'accélérer son cœur d'une façon qu'elle ne voulait pas examiner. Et si nous établissions quelques règles de base pour cette situation? Quelle sorte de règles? Nous ne nous précipitions pas. Nous apprenons à nous connaître, vraiment nous connaître. Elle sirota son vin, essayant d'ignorer la façon dont il la regardait. Aucune pression pour l'intimité physique, pas jusqu'à ce que nous soyons tous les deux à l'aise. D'accord. Il s'assit dans l'un des fauteuils rembourrés, lui faisant signe de prendre celui en face. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Tout. Vos espoirs, vos rêves, ce qui vous tient éveillé la nuit, ce qui vous rend heureux, ce qui vous rend furieux. Elle s'installa dans sa chaise, se sentant légèrement plus en contrôle maintenant qu'il y avait de l'espace entre eux. Qui êtes-vous vraiment, Étienne Rousseau? Il fut silencieux pendant un long moment, la regardant avec une expression qu'elle ne pouvait pas déchiffrer. C'est dangereux, dit-il finalement. Quoi? De demander qui je suis vraiment. Vous pourriez ne pas aimer la réponse. Essayez-moi. Il se pencha en avant, ses coudes sur ses genoux, et soudain l'espace entre eux se sentit chargé d'électricité. Je suis l'homme qui vient d'hériter d'un empire d'1 milliard d'euros que je n'ai jamais voulu. Je suis le fils qui fera n'importe quoi pour sauver sa mère mourante, y compris épouser une femme qu'il n'a jamais rencontrée. Je suis l'homme qui passe ses nuits à lire de l'histoire française parce que c'est la seule chose qui me rend vraiment heureux, mais je ne peux le dire à personne parce que ma famille considère ça comme une perte de temps. Amélie cligna des yeux, surprise par l'honnêteté brute dans sa voix. Histoire française. Ma passion secrète. J'ai en fait un doctorat en histoire que personne ne connaît. J'y ai travaillé pendant des années, le soir et les week-ends. Il eut un sourire ironique. Ma thèse portait sur l'impact économique de la Révolution française sur les familles de la classe ouvrière. Sérieusement? Sérieusement. Je pourrais vous dire tout ce que vous voulez savoir sur la façon dont la montée de la bourgeoisie a affecté les structures familiales traditionnelles au tournant du XIXe siècle. Sa voix prit une qualité autoparodique. Pas exactement ce qu'on attend d'un héritier d'empire immobilier. C'est fascinant, en fait. Il la regarda avec surprise. Vraiment? Vraiment? J'ai toujours été intrigué par l'histoire sociale. La façon dont les grands événements affectent la vie ordinaire des gens. Elle se pencha légèrement vers lui. Qu'est-ce que vous avez découvert? Sur les familles de la classe ouvrière? Et soudain, il parlait. Vraiment parlait. Étienne s'anima d'une façon qu'elle n'avait pas encore vue. Ses yeux brillants alors qu'il décrivait ses recherches, ses théories, les patterns qu'il avait trouvés dans les documents historiques. Amélie se retrouva entraînée dans sa passion, posant des questions, partageant ses propres observations sur l'histoire et la société. Le temps sembla s'évaporer. Ils parlèrent de tout. Livres, voyages,
philosophie, leurs enfances respectives, leurs plus grandes peurs et leurs rêves les plus fous. Amélie lui parla de son désir d'écrire, de sa frustration face aux attentes de sa famille, de sa peur de disparaître dans un mariage sans amour. Étienne lui parla de la pression d'être le seul héritier, de regarder sa mère se battre contre le cancer, de se sentir piégé dans une vie qu'il n'avait jamais voulu. Quand Amélie vérifiait finalement sa montre, il était passé minuit. « Oh !» Elle se leva brusquement. « Je n'avais pas réalisé qu'il était si tard. Je devrais... »« Rester », dit-il tranquillement, se levant aussi. « Je veux dire, pas rester, mais... Ce soir a été... inattendu, termina-t-elle pour lui. Plus que ça. Il fit un pas vers elle, s'arrêtant juste hors de portée. Ça a été le soir le plus agréable que j'ai eu depuis des années. J'avais oublié ce que c'était que de juste parler avec quelqu'un, vraiment parler. Moi aussi. Elle hésita. Étienne? Oui? Je suis toujours terrifié par tout ça. Par l'arrangement, par les attentes, par la façon dont nos familles contrôlent nos vies. Elle prit une respiration profonde. Mais je ne suis plus terrifié de vous. Quelque chose de chaud et de vulnérable traversa son expression. Ça me soulage plus que vous ne pouvez l'imaginer. Ils se tenaient là pendant un moment, se regardant à travers l'espace entre eux, et Amélie sentit quelque chose de fondamental changer. Il n'était plus l'étranger terrifiant que ses parents lui avaient imposé. Il était Étienne. Compliqué, intelligent, gentil Étienne qui aimait l'histoire française et se souciait profondément de sa mère mourante. « Nous devrions nous revoir », dit-elle impérativement. « Pas parce que nos familles le veulent, parce que nous le voulons. J'aimerais ça. » Il sourit, un sourire genuin et chaud qui transformait complètement son visage. « Dîner demain soir ? Quelque part de décontracté où nous pouvons continuer cette conversation ? D'accord. » Il la raccompagna à la porte, et quand elle se tourna pour lui dire bonne nuit, elle se retrouva prise dans l'intensité de son regard. « Amélie ? Oui ? Merci de m'avoir donné une chance. Je sais que rien de tout ça n'était votre choix. Merci de ne pas être le monstre que j'avais imaginé, dit-elle honnêtement. Son rire était bas et riche. Le bar était assez bas. Malgré tout, Amélie se surprit à sourire. « Bonne nuit, Étienne. » « Bonne nuit, Amélie. » En descendant dans l'ascenseur, Amélie s'appuya contre le mur et ferma les yeux. Son cœur battait encore irrégulièrement, et elle ne pouvait pas dire si c'était de la peur, de l'excitation, ou quelque chose d'entièrement différent. Une chose était certaine, l'homme qu'elle venait de rencontrer était rien, comme ce qu'elle avait attendu. Et ça la terrifiait autant que ça l'intriguait. Les semaines qui suivirent passèrent dans un brouillard de dîners, de conversations tardives dans de petits cafés et de longues promenades le long de la Saône. Amélie découvrait des côtés d'Étienne qu'elle n'avait jamais attendus, son sens de l'humour sec qui la prenait au dépourvu, sa façon réfléchie d'écouter quand elle parlait, la façon dont ses yeux s'illuminaient quand il discutait de quelque chose qui le passionnait. Il lui montra des parties cachées de Lyon qu'elle n'avait jamais vues, de petites cours du vieux Lyon où l'histoire semblait s'attarder dans l'air, des marchés de fermiers où il connaissait les vendeurs par leur nom, un café de livres obscurs où il pouvait s'asseoir pendant des heures sans être dérangé. « Comment connaissez-vous tous ces endroits ?» demanda-t-elle un samedi après-midi, alors qu'ils exploraient les traboules secrètes de la Croix-Rousse. « J'ai passé beaucoup de temps à me promener dans cette ville quand j'étais plus jeune, » dit-il, guidant à travers un passage étroit entre les bâtiments. Chaque fois que les réunions familiales ou les obligations sociales devenaient trop suffocantes, je m'échappais et j'explorais. Vous vous échappiez souvent ? Plus souvent que mes parents n'auraient aimé. Il lui lança un sourire de côté. J'étais un enfant assez rebelle. Dur à croire, je sais. Amélie rit. Oh, pas du tout. Je peux totalement vous imaginer en adolescent broudant, vous échappant vers des passages secrets et brooding sur l'injustice de tout ça. Broudant ? C'est vraiment le mot que vous utilisez ? Si la cape sombre convient... Il s'arrêta si soudainement qu'elle presque lui rentra dedans. Quand elle leva les yeux pour voir pourquoi, il la regardait avec une expression qu'elle ne pouvait pas déchiffrer. « Qu'est-ce que c'est ?
Vous me faites rire, dit-il simplement. Je n'ai pas vraiment ri depuis... Je ne me souviens même pas quand. Quelque chose de chaud se répandit dans sa poitrine. Bonne chose ou mauvaise chose? La meilleure chose. Il tendit sa main. Venez, je veux vous montrer quelque chose. Elle prit sa main sans hésitation. Quelque chose qu'elle n'aurait pas pu imaginer faire quelques semaines plus tôt, et le laissa la guider à travers plus de passages, jusqu'à ce qu'ils émergent sur un petit balcon caché qui donnait sur toute la ville. « Oh !» souffla-t-elle. La vue était spectaculaire. Lyon s'étendait devant eux dans toute sa gloire dorée de fin d'après-midi, la Saône serpentant à travers comme un ruban argenté. « J'ai trouvé cet endroit quand j'avais 15 ans, dit Étienne, se penchant contre la rambarde à côté d'elle. J'avais eu une dispute particulièrement mauvaise avec mon père sur mon avenir, et j'ai juste fui. J'ai erré pendant des heures jusqu'à ce que je tombe sur ça. C'est magnifique. Oui, mais quand elle le regarda, il ne regardait pas la vue. Il la regardait. Ça l'est. L'air entre eux devint chargé, et Amélie sentit quelque chose de fondamental changer. Il se tenait plus près qu'il ne l'avait jamais fait, sa main toujours dans la sienne, et elle pouvait voir les détails fins autour de ses yeux, la façon dont le soleil dorait sa peau. « Amélie », dit-il doucement, et il y avait quelque chose dans sa voix qui fit s'accélérer son cœur. « Oui, je sais que nous avons dit que nous prendrions les choses lentement, et je ne veux pas vous presser ou vous faire sentir... » Il s'arrêta, passant sa main libre dans ses cheveux. « Putain, je ne sais même pas ce que j'essaie de dire. »« Étienne, je pense que je pourrais tomber amoureux de vous, » dit-il dans un élan. « En fait, je pense que c'est peut-être déjà en train de se produire. Et ça me terrifie parce que ça n'était pas censé se passer comme ça. Nous étions censés être pratiques et sensés et garder nos émotions hors de ça, mais... Mais vous me regardez comme si je valais quelque chose au-delà de mon nom de famille et de mon compte en banque. Vous riez à mes blagues stupides et vous posez des questions sur mes recherches et vous m'écoutez vraiment quand je parle. » Sa pouce caressa ses jointures. « Et quand vous souriez, mon Dieu, quand vous souriez vraiment, ça ressemble à du soleil. » Les larmes piquèrent ses yeux. « Vous ne pouvez pas dire des choses comme ça. » »« Pourquoi pas ? Parce que ça me fait vouloir croire que c'est possible, que nous pourrions vraiment faire de ça quelque chose de réel au lieu de juste faire semblant pour nos familles. » Elle prit une respiration tremblante. « Et vouloir quelque chose et ne pas l'obtenir, c'est... déchirant, je sais. » Il fit un pas plus près, lâchant sa main pour encadrer son visage à la place. « Mais et si nous l'obtenons? Et si nos familles avaient raison pour toutes les mauvaises raisons? Et si nous étions vraiment parfaits l'un pour l'autre et que nous l'avons juste découvert de la façon la plus backward possible? » Étienne, je ne peux pas promettre que ça va marcher. Je ne peux même pas promettre que je ne vais pas tout gâcher d'une façon ou d'une autre. Ses yeux cherchèrent les siens. Mais je peux promettre que ce que je ressens pour vous est réel. Ça n'a rien à voir avec l'arrangement ou ce que nos familles veulent. C'est juste vous. Et puis il l'embrassa. C'était doux au début, hésitant, comme s'il lui donnait la chance de s'éloigner. Mais quand elle fondit contre lui à la place, ses bras venant autour de son cou, le baiser s'approfondit en quelque chose qui était faim et tendresse et promesse tout mélangé. Quand ils se séparèrent finalement, respirant tous les deux difficilement, Amélie appuya son front contre le sien. « Oh » murmura-t-elle. « Ouais. » Sa voix était rauque. « Oh, ça change les choses. Ça le fait. » Il caressa son visage avec ses pouces. « Regrettez-vous ? » ?»« Non. » La réponse vint sans hésitation. « Et vous ? » ?»« Pas une seconde. » Ils restèrent comme ça pendant un long moment, dans les bras l'un de l'autre sur le balcon secret avec Lyon s'étalant en dessous, et Amélie eut la pensée sauvage qu'elle était en train de tomber amoureuse. Vraiment, complètement, irréversiblement amoureuse. Et ce n'était pas du tout comme ce qu'elle avait imaginé. C'était mieux. C'était terrifiante et exaltante, et ça donnait l'impression de rentrer à la maison, tout en même temps. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda-t-elle finalement.
Maintenant, on continue à apprendre à se connaître, voir si c'est... Il fit un geste entre eux. Ah. Attraction est juste physique ou s'il y a quelque chose de plus substantiel en dessous. Et si c'est plus, alors on est les plus chanceux du monde. Il lui donna un autre baiser rapide et doux. Et si ce n'est pas le cas? Alors on découvre ça avant le mariage et on prend des décisions en conséquence. Il hocha la tête. Marchez. Mais Amélie? Oui? Juste pour que vous le sachiez, je mise déjà sur plus. Les mois qui suivirent furent un tourbillon d'émotions et de découvertes. L'annonce officielle des fiançailles fut faite avec toute la fanfare que leur famille avait voulu, une réception élégante aux Four Seasons, des photos dans les journaux locaux, des félicitations de toute l'élite lyonnaise. Mais sous tout le spectacle, quelque chose de beautifully real grandissait entre Amélie et Étienne. Ils passaient leur week-end ensemble maintenant, explorant la campagne autour de Lyon, visitant de petits villages où personne ne les reconnaissait et où ils pouvaient simplement être eux-mêmes. Étienne lui apprit l'histoire de chaque château et chaque église qu'il visitait. Amélie partageait ses histoires en cours. Elle avait commencé à écrire, finalement, inspirée par leur propre histoire improbable. « Lisez-moi quelque chose », dit Étienne un dimanche après-midi, alors qu'il pique-niquait dans un champ de lavande près de Valence. « Quoi » Amélie leva les yeux de son carnet, où elle gribouillait des idées. « Ce sur quoi vous travaillez. Lisez-le-moi. » « Oh non !» Elle serra le carnet contre sa poitrine. « C'est terrible. Première ébauche terrible. Je m'en fiche. » Il roula sur le côté pour mieux la voir. « Je veux entendre votre voix quand vous racontez une histoire. Étienne. S'il vous plaît. » Il lui fit ce sourire qui la faisait fondre. « Pour moi ?» Avec un soupir théâtral, Amélie ouvrit son carnet. « D'accord. Mais ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. » Elle lut quelques pages. L'histoire d'une femme qui découvre l'amour dans l'endroit le plus inattendu, avec un homme qu'elle n'avait jamais pensé pouvoir comprendre. Sa voix était hésitante au début, puis gagna en confiance alors qu'elle se perdait dans les mots. Quand elle finit, elle regarda Étienne avec nervosité. Il était très silencieux, la regardant avec une expression intense. « C'était affreux, n'est-ce pas ?» dit-elle. « Je vous ai dit que c'était terrible. C'était magnifique, l'interrompit-il doucement. Amélie, c'était... Vous avez une voix vraiment unique. La façon dont vous capturez l'émotion, la façon dont vous faites ressentir au lecteur ce que ressentent les personnages, c'est un don. » Ses joues se réchauffèrent. « Vous dites juste ça parce que... Je le dis parce que c'est vrai. » Il s'assit, l'attirant contre lui, pour qu'elle soit blottie contre son côté. « Promettez-moi que vous continuerez à écrire. Peu importe ce qui arrive avec nous, avec nos familles, avec tout ça. Promettez-moi que vous ne laisserez personne vous convaincre que votre talent ne vaut pas la peine. » Les larmes piquèrent ses yeux. « Étienne, promettez-le-moi. Je promets. » Elle leva les yeux vers lui. « Mais seulement si vous me promettez quelque chose en retour. »« Quoi ?» ?»« Promettez-moi que vous trouverez un moyen d'enseigner, même si c'est juste quelques cours du soir ou des conférences occasionnelles. Votre passion pour l'histoire. Vous vous illuminez quand vous en parlez. Le monde a besoin de plus de professeurs comme vous. » Il fut silencieux pendant un long moment. « Mes parents ne comprendraient jamais. » « Alors ne leur dites pas. Pas encore. Mais trouvez un moyen. Pour vous. » Il déposa un baiser sur le sommet de sa tête. « Comment êtes-vous devenu si sage ?» Des mois d'exposition à un certain professeur d'histoire frustré. Il rit, touché. Ils restèrent comme ça alors que le soleil commençait à se coucher, parlant de rêves et d'avenir et de la façon dont ils pourraient naviguer les attentes de leur famille tout en étant fidèles à eux-mêmes. C'était lors de l'un de ces après-midi paisibles qu'Étienne dit les mots qu'Amélie attendait et redoutait à la fois. « Je t'aime. » Ils étaient dans son appartement, préparant le dîner ensemble, une routine domestique qu'ils avaient développée qui se sentait dangereusement comme jouer à la maison. Amélie était en train de hacher des légumes quand il le dit, et elle figea, le couteau suspendu au-dessus de la planche à découper. « Qu'est-ce que tu as dit ?» Étienne s'arrêta aussi,
se tournant pour lui faire face depuis les fourneaux où il était en train de faire sauter quelque chose qui sentait divinement bon. J'ai dit que je t'aime. Ils se regardèrent à travers la cuisine, et Amélie sentit son monde basculer sur son axe. Tu ne peux pas dire ça. Pourquoi pas? Parce que... Elle posa le couteau, ses mains tremblant légèrement. Parce que si tu le dis, et que je le dis en retour, alors c'est réel. Et si c'est réel, alors tout ça devient infiniment plus compliqué. Amélie. Il traversa jusqu'à elle, prenant ses mains dans les siennes. Regarde-moi. Elle leva les yeux vers les siens, et ce qu'elle y vit lui coupa le souffle. Il n'y avait pas de doute, pas d'hésitation, seulement une certitude qui la fit frissonner. C'est déjà réel, dit-il doucement. Ça l'a été depuis le moment où tu es entré dans cette suite d'hôtels et que tu m'as regardé comme si tu étais prête à me combattre et à embrasser simultanément. Je n'ai jamais... Tu l'as fait. Ses pouces caressèrent de ses jointures. Et j'étais perdu. Complètement. Irréversiblement perdu. Alors oui, je t'aime. Je t'aime pour ta intelligence et ton wit, et la façon dont tu défends tes convictions même quand tu as peur. Je t'aime pour la façon dont tu écoutes quand je parle d'histoire et dont tu poses des questions qui me font penser à des choses d'une nouvelle façon. Je t'aime pour ta gentillesse et ta force et la façon dont tu me fais vouloir être un meilleur homme. Les larmes coulaient librement maintenant. Étienne, et si tu n'es pas prête à le dire en retour, c'est ok. Je peux attendre. J'attendrai aussi longtemps qu'il faudra. Non, dit-elle, se haussant sur la pointe des pieds pour encadrer son visage avec ses mains. Non, tu n'attends pas, parce que je t'aime aussi. Je t'aime depuis des semaines maintenant, et ça me terrifie, et me ravit, et me fait sentir comme si je volais et tombais en même temps. Son sourire fut comme le lever du soleil. Vraiment? Vraiment. Elle rit à travers ses larmes. Je t'aime, Étienne Rousseau. Contre toute attente, contre toute logique, contre toute probabilité raisonnable. Je suis complètement, désespérément amoureuse de toi. Quand il l'embrassa, c'était avec toute la passion et la tendresse qu'ils avaient construite au cours des mois précédents. Mais il y avait quelque chose de nouveau maintenant, une profondeur, une promesse, un sens de « pour toujours » qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Le dîner brûla. Il ne s'en souciait pas. Plus tard, allongée enlacée sur son canapé avec les lumières de la ville scintillant à travers les fenêtres, Amélie traça des patterns paresseux sur la poitrine d'Étienne et pensa à quel point sa vie avait changé. « À quoi penses-tu » murmura-t-il, ses doigts peignant ses cheveux. « À quel point c'est fou. Il y a 6 mois, si quelqu'un m'avait dit que je serais ici, amoureuse d'un homme que mes parents m'ont forcé à rencontrer, tu aurais pensé qu'ils étaient fous. Complètement fous. » Elle leva les yeux vers lui. « Et maintenant ? Maintenant, tu penses quoi ? Maintenant, je pense que parfois les meilleures choses arrivent quand tu t'y attends le moins. » Elle se hissa pour l'embrasser doucement. « Je pense que je n'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Et je pense que nos familles vont être insuffisamment smug quand elles découvriront qu'elles avaient raison. » Il rit. « Oh, elles vont être impossibles. Ça vaut la peine. » Elle se blottit plus près. « Tu vaux la peine. Je t'aime, » murmura-t-il contre ses cheveux. « Je t'aime aussi. » Et pour la première fois depuis le début de tout ça, Amélie était vraiment excitée par son mariage. Le jour du mariage arriva plus vite qu'Amélie ne l'avait pensé possible. Elle se réveilla dans sa chambre d'enfance, avec des papillons dans l'estomac, et une anticipation qui n'avait rien à voir avec la peur. Elle allait épouser Étienne. Vraiment, officiellement, pour toujours épouser l'homme qu'elle aimait. « Ma chérie, tu es réveillée !» Marguerite fit irruption dans la chambre avec l'énergie maniaque d'une mère de la mariée. « L'équipe coiffure et maquillage sera ici dans 1 heure, et nous devons commencer les préparatifs. C'est le grand jour. » Les heures qui suivirent passèrent dans un brouillard de préparation. La robe, une création sur mesure en soie et dentelle, qui lui donnait l'impression d'être une princesse de conte de fées. Les cheveux tirés en chignon élégant avec quelques mèches qui encadraient son visage. Le maquillage qui accentuait ses yeux
et donnait à sa peau un éclat radieux. Elle ressemblait à une mariée. Elle ressemblait à la version d'elle-même qui était sur le point d'épouser l'homme qu'elle aimait vraiment. « Tu es magnifique », dit son père quand il vint la chercher pour l'église. Pour une fois, il y avait quelque chose de plus que du calcul d'affaires dans ses yeux. « Es-tu heureuse, Amélie ?» La question la surprit. « Oui, papa, je suis très heureuse. »« Bien. » Il lui offrit son bras. « Alors allons te marier. » La cérémonie se déroula à la basilique Notre-Dame de Fourvière, parce que quand vous étiez les familles Dubois et Rousseau, vous ne vous mariez nulle part ailleurs. Amélie se tenait à l'arrière de la basilique, son bras passé dans celui de son père, regardant l'allée qui s'étendait devant elle comme un chemin vers l'avenir qu'elle voulait vraiment. Puis elle vit Étienne. Il attendait à l'autel en smoking noir, et même de loin elle pouvait voir à quel point il était beau, à quel point il était nerveux, à quel point il était concentré sur elle. Quand leurs yeux se rencontrèrent à travers la longueur de la basilique, son visage entier s'illumina d'un sourire qui lui coupa le souffle. Il n'y avait plus de peur, plus de doute, juste de l'amour, pur et simple et absolument certain. La marche dans l'allée sembla durer éternellement et pas assez longtemps. Les invités se levèrent, leur visage flou dans sa vision périphérique. Seul Étienne était net, attendant à l'autel avec une expression qui basculait entre l'émerveillement et l'adoration pure. Quand elle l'atteignit, il tendit sa main et chuchota « Tu es la plus belle chose que j'ai jamais vue ». La cérémonie elle-même fut un flou de mots en latin et de promesses traditionnelles. Amélie répondait aux bonnes indications, disait les bonnes répliques, mais son attention était entièrement focalisée sur l'homme qui se tenait en face d'elle. Quand arriva le moment d'échanger les alliances, Étienne prit sa main et la regarda directement dans les yeux. « Avec cette bague, dit-il, sa voix portant clairement dans la basilique silencieuse, « je t'épouse. » Mais ce qu'elle entendit dans ses yeux était « Je te choisis, pas parce qu'on me dit de le faire. Je te choisis. » Quand arriva le moment du baiser, Amélie s'attendait à quelque chose de bref, approprié pour leur famille et les centaines d'invités qui regardaient. Au lieu de cela, Étienne encadra son visage avec ses mains et l'embrassa avec une tendresse qui lui coupa le souffle. Ce n'était pas chaste, mais ce n'était pas non plus un spectacle. C'était quelque chose entre eux, intime malgré l'audience, plein de promesses et d'amour, et de la certitude absolue qu'ils étaient exactement où ils étaient censés être. Quand ils se séparèrent, il appuya son front contre le sien et murmura « Bonjour, Madame Rousseau ». Le sourire qui se répandit sur son visage était involontaire et radieux. « Bonjour, mon mari ». La réception fut exactement le spectacle opulent que leurs familles avaient en voulu. Le Four Seasons transformé en pays des merveilles de roses blanches et d'éclairages dorés, un orchestre qui jouait pendant que les invités dansaient, un dîner de 5 services qui avait coûté plus que ce que la plupart des gens gagnaient en un an. Mais Amélie s'en fichait. Elle dansa avec son mari, rit avec leurs invités, et sentit comme si elle flottait sur un nuage d'happiness pure. « Prête à partir ?» murmura Étienne à son oreille, alors que la soirée tirait à sa fin. « Plus que prête », répondit-elle. Ils s'échappèrent vers la suite lune de miel que leurs familles avaient réservée, et quand la porte se ferma derrière eux, Amélie sentit le dernier de ses nerfs s'évaporer. C'était Étienne, son Étienne, l'homme qu'elle aimait et qu'il aimait en retour. « Alors, dit-il, desserrant sa cravate et s'adossant contre la porte fermée. « Nous voilà, répéta-t-elle, soudain hyper consciente de sa robe de mariée, de la façon dont il la regardait comme si elle était quelque chose de précieux. « Tu as l'air nerveuse, observa-t-il doucement. « Un peu, admit-elle. « Et toi ?» Terrifiée. Il rit, mais ça sonnait tendu. « Pas de toi, jamais de toi, mais de tout ça. De ne pas être à la hauteur de ce que tu mérites. De ne pas savoir comment être un bon mari. » Étienne. Elle traversa jusqu'à lui, prenant ses mains dans les siennes. « Tu sais ce qui fait de toi un bon mari ? » « Quoi ? » ?»« Le fait que tu t'en soucies. Le fait que tu me regardes comme si j'étais précieuse. Le fait que tu m'écoutes et me soutiennes et me fais rire. »
Elle se haussa sur la pointe des pieds pour l'embrasser doucement. « Le fait que tu m'aimes, c'est tout ce dont j'ai besoin. Je t'aime, dit-il contre ses lèvres. So much. Plus que je ne savais qu'il était possible d'aimer quelqu'un. Montre-moi, chuchota-t-elle. Ce qui se passa ensuite fut tendre et passionné, et parfait dans son imperfection. Étienne prit son temps avec la fermeture éclair de sa robe, ses doigts traçant la peau qu'il exposait comme si elle était quelque chose de sacré. Elle explora les contours de son torse avec un émerveillement qui le fit frissonner. Ils se découvrirent lentement, avec des caresses douces et des baisers murmurants et des chuchotements de réassurance. Et quand ils se joignirent enfin, c'était avec une tendresse qui apporta des larmes aux yeux d'Amélie. Plus tard, enroulés ensemble dans les draps emmêlés avec les lumières de Lyon scintillant à travers les baies vitrées, Amélie traça des patterns paresseux sur la poitrine d'Étienne et pensa à la façon dont sa vie avait changé. « À quoi penses-tu » demanda-t-il, ses doigts peignant ses cheveux. « À quel point c'est surréal. Cet matin, je me réveillais comme Amélie Dubois, et maintenant je suis Amélie Rousseau. » Elle leva les yeux vers lui. « Ton épouse. »« Mon épouse » répéta-t-il avec émerveillement, comme s'il ne pouvait pas tout à fait croire. « Ça sonne bien. Ça le fait, n'est-ce pas ?» Elle se hissa pour l'embrasser doucement. « Je t'aime, mon mari. Je t'aime, ma femme. » En s'endormant dans les bras d'Étienne, Amélie pensa à tous les contes de fées qu'elle avait lus enfant. Aucun d'eux ne commençait par une fille forcée d'épouser un étranger dans une suite d'hôtels. Mais peut-être que les meilleurs contes de fées étaient ceux que vous ne voyiez jamais venir. Les premiers mois du mariage furent une révélation. Vivre avec Étienne était facile. Plus facile qu'Amélie ne l'avait jamais imaginé. Ils trouvèrent un rythme naturel. Elle écrivait le matin pendant qu'il gérait les affaires familiales. Puis ils déjeunaient ensemble et passaient les après-midi à explorer leur nouvelle vie partagée. Étienne avait finalement trouvé le courage de parler à ses parents de son désir d'enseigner, et à la surprise de tout le monde, ils avaient été plus compréhensifs qu'attendus. Peut-être que voir leur fils si clairement heureux en mariage les avait adoucis. Ou peut-être qu'ils réalisaient que leur temps avec Claire était limité, et qu'ils voulaient que leur fils soit épanoui. Quoi qu'il en soit, Étienne avait commencé à donner des cours du soir à l'université de Lyon, et la transformation était remarquable. Il rentrait à la maison illuminé d'une façon qu'Amélie n'avait jamais vue, parlant avec animation de ses étudiants et de leurs discussions. « Tu aurais dû voir leur visage aujourd'hui quand nous avons parlé de l'impact de la révolution sur la vie des femmes, dit-il un soir en préparant le dîner ensemble. Il y avait cette étudiante, Marie, qui a fait une connexion entre les changements économiques et l'évolution des structures familiales que même moi je n'avais pas considéré. » Amélie sourit en le regardant faire sauter les légumes avec un enthousiasme qui débordait. « Tu rayonnes quand tu parles d'enseigner. »« C'est bon ? C'est magnifique. » Elle s'approcha derrière lui, en roulant ses bras autour de sa taille. « Je suis si fière de toi pour avoir poursuivi ça. » Il se tourna dans ses bras, l'embrassant doucement. « Je n'aurais jamais eu le courage sans toi. Tu me fais vouloir être brave. Tu étais déjà brave. Tu as juste eu besoin de quelqu'un pour te le rappeler. » C'étaient des moments comme celui-ci, ordinaires, domestiques, parfaits dans leur simplicité, qui faisaient que Amélie tombait plus profondément amoureuse chaque jour. Et puis, vint le soir où tout changea. Ils étaient au lit, blottis ensemble après avoir fait l'amour, quand Amélie sentit une vague de nausée qui la fit se précipiter vers la salle de bain. Amélie? Étienne était derrière elle immédiatement, tenant ses cheveux en arrière, alors qu'elle était malade. « Qu'est-ce qui ne va pas? Tu te sens bien? » Elle s'assit sur le carrelage froid, son esprit s'emballant. « Quelle date sommes-nous? »« Le 15. »« Pourquoi? »« Le 15. » Elle compta mentalement. « Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Amélie, tu me fais peur. Qu'est-ce qui se passe? » Elle leva les yeux vers lui, ses yeux larges avec la réalisation. « Je pense que je pourrais être enceinte. » Le silence qui suivit était assourdissant. Étienne la regarda fixement, et elle ne pouvait pas lire l'expression sur son visage. « Enceinte » répéta-t-il finalement.
Mes règles ont 2 semaines de retard. Je n'y avais pas vraiment pensé parce que nous avons été si occupés avec le mariage et tout, mais... Elle posa sa main sur son ventre. Je pense que nous allons avoir un bébé. L'expression d'Étienne passa par une série d'émotions. Surprise, peur, puis quelque chose qui ressemblait à de l'émerveillement pur. Un bébé, murmura-t-il, s'agenouillant à côté d'elle sur le carrelage de la salle de bain. Notre bébé. Tu es heureux ? Demanda-t-elle avec incertitude. En réponse, il la tira dans ses bras, la tenant comme si elle était faite de verre précieux. Heureux ? Amélie, je ne peux même pas trouver les mots. Terrifié, oui. Mais heureux ? Il s'écarta pour la regarder dans les yeux. Je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie. Les larmes commencèrent à couler sur ses joues. Vraiment ? Vraiment. Il embrassa son front, puis ses joues, puis ses lèvres. Nous allons avoir un bébé, notre bébé, une petite personne qui sera un mélange de nous deux. Il rit, et ça sonnait légèrement hystérique. Mon Dieu, nous allons être parents. Nous allons être terribles à ça, dit Amélie en riant à travers ses larmes. Probablement. Il caressa son ventre avec émerveillement. Mais nous allons être terribles ensemble. Et ce bébé va être tellement aimé, tellement voulu. Le test de grossesse le lendemain matin confirma ce qu'il savait déjà. 2 lignes roses claires qui changeaient tout. Ils restèrent assis sur leur lit, regardant le petit bout de plastique, comme s'il contenait tous les secrets de l'univers. « Alors, dit finalement Étienne, comment fait-on ça? Comment dit-on à nos familles que nous allons avoir un bébé seulement 3 mois après le mariage ?» Amélie rit. Ils vont soit penser que nous sommes incroyablement fertiles ou que nous avons triché. Laisse-les penser ce qu'ils veulent. Il prit sa main, entrelaçant leurs doigts. Nous savons la vérité. Nous savons que ce bébé a été conçu dans l'amour, même si c'est arrivé plus tôt que prévu. J'aime la façon dont tu dis ça. Conçu dans l'amour. C'est vrai, n'est-ce pas? Il la regarda avec cette expression tendre qui faisait encore battre son cœur plus vite. Ce bébé est littéralement le produit de l'amour que nous avons trouvé l'un dans l'autre. Le plus beau accident de tous les temps, convint-elle. Ils appelèrent leur famille ce soir-là, et les réactions furent exactement ce qu'ils avaient attendu. Marguerite poussa un cri de joie si fort qu'Amélie dut éloigner le téléphone de son oreille. Philippe grommela quelque chose sur « au moins ils ne perdent pas de temps », mais elle pouvait entendre l'affection dans sa voix. Les parents d'Étienne furent ravis, particulièrement Claire, qui était ravie à l'idée d'être grand-mère. « Elle va me donner une raison de se battre », dit Étienne, après avoir raccroché avec ses parents. « Maman a dit qu'elle est déterminée à rencontrer son petit enfant. »« Elle va y arriver », dit Amélie fermement. « Les grands-mères sont notoirement têtues. » Les mois qui suivirent passèrent dans un brouillard de rendez-vous chez le médecin, de shopping pour bébé et d'émerveillement constant devant les changements dans le corps d'Amélie. Étienne était fasciné par sa grossesse, posant toujours sa main sur son ventre qui s'arrondissait et parlant au bébé à voix basse le soir. « Qu'est-ce que tu lui dis ?» demanda Amélie un soir, alors qu'elle était allongée avec sa tête sur ses cuisses, ses mains caressant son ventre. « Des trucs de papa. » Comme à quel point nous avons hâte de la rencontrer, comme elle va adorer ses grands-parents, comme sa maman est la femme la plus forte et la plus belle du monde. Elle ? Tu penses que c'est une fille ? Juste un sentiment. Il sourit. Une petite fille qui ressemble à sa maman et qui prendra d'assaut le monde. Et si c'est un garçon ? Alors ce sera un petit garçon qui ressemble à sa maman et qui prendra d'assaut le monde. Amélie rit. Et tu as réponse à tout. Ça fait partie de mon charme. À 6 mois de grossesse, ils apprirent qu'Étienne avait raison. C'était bien une fille. Ils décidèrent de l'appeler Sophie, en l'honneur de l'amie d'Amélie qui l'avait toujours soutenue, même pendant les jours les plus sombres de l'arrangement. Sophie Rousseau, dit Étienne avec émerveillement lors de l'échographie. Ça sonne parfait. Ça sonne comme un avenir, convint Amélie, regardant la petite forme sur l'écran avec des larmes dans les yeux. Sophie Rousseau entra dans le monde un matin pluvieux de novembre, après 14 heures de travail qui laissèrent Amélie épuisée, mais euphorique. « Elle est parfaite », chuchota Étienne,
des larmes coulant librement sur son visage alors qu'il tenait sa fille pour la première fois. « Regarde-la, Amélie. Regarde ce que nous avons fait. » Sophie était en effet parfaite. De minuscules poings serrés, une petite bouche parfaite et les cheveux les plus fins et les plus sombres qu'Amélie ait jamais vus. Elle avait les yeux de son père et le nez de sa mère, et quand elle agrippait le doigt d'Étienne, il était complètement perdu. « Bonjour, ma beauté, » murmura-t-il. « Je suis ton papa, et voici ta maman, qui est la personne la plus incroyable du monde. Tu vas l'adorer. » Regarder Étienne avec Sophie était quelque chose qu'Amélie savait qu'elle n'oublierait jamais. Cet homme fort, contrôlé, était complètement défait par l'amour pour sa fille. Il changeait les couches avec une concentration féroce, se levait pour les tétées nocturnes sans se plaindre, et passait des heures simplement à la regarder dormir. « Tu vas devenir un de ces pères obsédés », le taquina Amélie un après-midi, alors qu'il refusait de poser Sophie pour qu'elle puisse faire une sieste. « Complètement obsédé », convint-il sans vergogne. « Cette petite fille a déjà volé mon cœur. Que reste-t-il pour moi ?» Il la regarda par-dessus la tête de Sophie avec une expression si tendre que ça lui coupa le souffle. « Toi, tu es mon cœur. Elle est juste, l'expansion de celui-ci. » Ils trouvèrent leur rythme en tant que nouvelle famille plus facilement qu'Amélie ne l'avait craint. Étienne prit un congé de ses responsabilités d'affaires familiales pour les premiers mois, voulant être présent pour chaque moment du début de la vie de Sophie. Amélie écrivait pendant que Sophie faisait ses siestes, trouvant l'inspiration dans cette nouvelle vie qu'il construisait. « Lis-moi quelque chose », dit Étienne un soir, alors qu'ils étaient tous les trois blottis sur le canapé. Sophie endormie sur sa poitrine, Amélie pelotonnée contre son côté avec son carnet. « Tu es sûr ? Elle pourrait se réveiller ? Elle dort profondément, et j'aime entendre tes histoires. » Amélie ouvrit son carnet à une nouvelle histoire qu'elle avait commencée, celle d'une famille qui se trouve dans les circonstances les plus inattendues. Sa voix était douce pour ne pas réveiller Sophie, mais les mots étaient riches et pleins d'émotions. Quand elle finit, Étienne fut silencieux pendant un long moment. « C'était nous, » dit-il finalement, « cette histoire. » « C'était notre histoire. Inspirée par notre histoire, » corrigea-t-elle, « mais avec une fin différente. » « Qu'est-ce qui est différent ? Dans mon histoire, ils trouvent leur chemin l'un vers l'autre immédiatement. Il n'y a pas de mois d'incertitude, pas de peur que ça ne marche pas. » Elle regarda Sophie dormir. « Mais en réalité, c'est l'incertitude qui l'a rendu si précieux, tu ne penses pas ? Le fait que nous ayons dû nous battre pour ça, le fait que nous ayons dû choisir l'amour encore et encore. Tu as raison. » Il déposa un baiser sur le sommet de sa tête. Si nous avions trouvé ça facilement, nous ne saurions pas à quel point c'est rare, à quel point nous sommes chanceux. « Penses-tu que Sophie comprendra un jour ? Comme nous nous sommes rencontrés, je veux dire ? Que notre mariage était arrangé ?» Étienne regarda leur fille dormir, son expression réfléchie. « Je pense que quand elle sera assez grande, nous lui dirons la vérité, que parfois l'amour arrive de la façon la plus inattendue, que ses grands-parents pensaient qu'ils arrangeaient un mariage d'affaires, mais qu'ils créaient en fait quelque chose de magnifique. » Et si elle pose des questions sur l'amour, sur comment savoir si c'est réel, nous lui dirons que l'amour réel, c'est choisir quelqu'un encore et encore, même quand c'est difficile. Nous lui dirons que l'amour, ce n'est pas comment tu rencontres quelqu'un qui compte, mais ce que tu fais ensemble une fois que tu l'as rencontré. Amélie sourit. Elle va avoir les meilleurs parents du monde, tu sais. Pas parfaits, mais les meilleurs pour elle. Comment peux-tu être si sûre ? Parce qu'elle est déjà tellement aimée, et parce qu'elle a des parents qui ont appris que l'amour peut grandir dans les endroits les plus inattendus. Nous pourrons lui apprendre ça. Plus tard, cette nuit-là, après avoir couché Sophie dans son berceau et vérifié qu'elle dormait paisiblement, Amélie et Étienne se tenaient dans l'embrasure de la porte de sa chambre, se tenant par la main et regardant leur fille. « Parfois je n'arrive toujours pas à croire qu'elle est à nous, » chuchota Amélie. « Je sais. » La voix d'Étienne était pleine d'émerveillement. « Parfois je la regarde, et je pense à quel point nos vies ont changé en si peu de temps. Il y a 1 an, nous étions des étrangers forcés de nous rencontrer.
Maintenant nous sommes une famille. La meilleure famille. La parfaite famille pour nous. » Ils fermèrent doucement la porte et se dirigèrent vers leur propre chambre. Et Amélie pensa à tous les choix qui les avaient menés à ce moment. Le choix de ses parents de l'arranger ce mariage. Le choix d'Étienne d'être honnête cette première nuit. Son propre choix de lui donner une chance. Tout leur choix de tomber amoureux, de se marier, de construire cette vie ensemble. « Hey Étienne. »« Oui. Merci. Pourquoi ? Pour tout. Pour être l'homme que je n'aurais jamais pensé que je voulais. Pour me donner l'amour que je n'avais jamais pensé que je pourrais avoir. Pour Sophie. » Elle se tourna dans ses bras. Pour nous. Il l'embrassa doucement, et dans ce baiser se trouvaient toutes les promesses qu'ils avaient faites et gardées, tous les rêves qu'ils avaient construits ensemble, tout l'amour qui avait grandi entre eux depuis cette première nuit terrifiante dans la suite d'hôtel. « Merci à toi, » murmura-t-il contre ses lèvres, pour avoir transformé l'obligation en choix, pour avoir transformé l'arrangement en amour, pour avoir été exactement ce dont j'avais besoin, même quand je ne savais pas que j'en avais besoin. « Je t'aime, » dit-elle. « Je t'aime aussi, pour toujours. » Et alors qu'ils s'endormaient dans les bras l'un de l'autre, leur fille dormant paisiblement dans la pièce à côté, Amélie savait avec une certitude absolue qu'ils avaient trouvé quelque chose de magique. Quelque chose qui avait commencé par la force et était devenu choix. Quelque chose qui avait commencé par la peur et était devenu amour. Quelque chose qui prouverait que parfois, les meilleures histoires d'amour commencent par les fins que nous craignons le plus. 2 ans plus tard. « Maman, pourquoi papa et toi vous vous êtes mariés ?» Amélie leva les yeux de sa fille de 2 ans, Sophie, qui était assise sur le tapis du salon en train de jouer avec ses cubes de construction. La petite fille avait les yeux sombres d'Étienne et les boucles caramel d'Amélie, et un esprit curieux qui posait les questions les plus inattendues. « Pourquoi tu demandes ça, ma puce ?» demanda Amélie, posant son carnet d'écriture sur la table basse. Elle travaillait sur son premier roman, l'histoire d'une femme qui trouve l'amour de la façon la moins romantique possible et qui venait d'être acceptée par un éditeur parisien. Parce que grand-mère Marguerite dit que vous vous êtes mariés parce que c'était la chose smart à faire. Et grand-mère Claire dit que vous vous êtes mariés parce que vous vous aimiez. Sophie fronça ses sourcils de façon adorable. Alors, laquelle c'est vrai ? Étienne choisit ce moment pour entrer du jardin où il avait été en train de planter des roses, quelque chose qu'il avait pris comme passe-temps depuis qu'il avait finalement pris le courage de quitter l'entreprise familiale pour enseigner l'histoire à plein temps à l'université de Lyon, l'année précédente. « De quoi parlons-nous » demanda-t-il, s'arrêtant pour embrasser le sommet de la tête d'Amélie, avant de s'asseoir à côté d'elle, sur le canapé. « Sophie demande pourquoi nous nous sommes mariés, » dit Amélie amusée. Étienne et Amélie échangèrent un regard, le genre de communication silencieuse qui vient avec 2 ans de mariage heureux et de parentage partagé. Combien de vérités dire à une fillette de 2 ans ? « Eh bien, » dit Étienne, s'agenouillant pour être au niveau des yeux de Sophie. Grand-mère Marguerite et grand-mère Claire ont toutes les 2 raison, en quelque sorte. Ah, comment ça ? Nos familles pensaient que ce serait une bonne idée que maman et papa se rencontrent. Alors ils ont organisé pour qu'on se rencontre. Il regarda Amélie avec ce sourire qu'elle aimait tant, celui qui était juste pour elle. Mais quand nous nous sommes rencontrés, nous avons découvert que nous nous aimions vraiment beaucoup. Comme dans les contes de fées. Mieux que dans les contes de fées, dit Amélie, s'agenouillant à côté d'Étienne. Parce que c'était réel. Sophie sembla réfléchir à cela, ses petites mains empilant soigneusement ses cubes. Donc, vous ne saviez pas que vous vous aimeriez ? Non, admit Étienne. Nous l'avons découvert ensemble. Et maintenant, vous m'avez ? Et maintenant, nous t'avons, convint Amélie, caressant les boucles de sa fille. Et nous avons un autre bébé qui arrive bientôt. Sophie posa sa main sur le ventre qui s'arrondissait d'Amélie. Leur 2e enfant était attendu pour le printemps. Et nous sommes une famille ? Nous sommes une famille, confirma Étienne. La meilleure famille. Sophie sourit et retourna à ses cubes, apparemment satisfaite de cette explication. Étienne et Amélie restèrent agenouillés sur le tapis, se regardant par-dessus la tête de leur fille. « Tu penses qu'elle comprendra un jour ?» chuchota Amélie. Combien nous étions terrifiés au début, combien c'était improbable.
Je l'espère, dit Étienne doucement. J'espère qu'elle comprendra qu'amour peut commencer n'importe où, n'importe comment, tant que les bonnes personnes sont impliquées. Ils regardèrent Sophie jouer, cette petite personne qui était le produit de leur amour improbable. Et Amélie pensa à tous les moments qui les avaient menés ici. Cette première nuit terrifiante, dans la suite d'hôtel. Le lent épanouissement de leur relation. Le mariage qui avait transformé l'obligation en joie. La naissance de Sophie qui avait fait d'eux une famille. « Tu regrettes quelque chose ?» demanda-t-elle. Une question qu'elle posait parfois, pas par insécurité mais par pure curiosité. « Regretter ?» Étienne la regarda comme si elle était folle. « Amélie, si nos parents n'avaient pas arrangé ce mariage, nous ne nous serions peut-être jamais rencontrés. Nous aurions manqué tout ça. » Il fit un geste autour de leur salon. Les jouets de Sophie éparpillés sur le tapis, les livres d'histoire d'Étienne empilés à côté de ses romans d'Amélie, les photos de famille accrochées au mur, le chaos magnifique de leur vie ensemble. « Nous aurions manqué elle, » dit-il, regardant Sophie construire une tour élaborée. « Nous aurions manqué nous. Tu as raison. » Amélie se pencha pour l'embrasser, un baiser doux et familier qui contenait encore toute la promesse de leur premier baiser sur ce balcon secret. « Je ne regrette pas une seconde. Même pas les 3 premiers mois quand tu étais si terrifié de moi que tu sursautais chaque fois que je bougeais. Surtout pas ça. » Elle rit. Ces 3 mois ont rendu tout le reste encore plus précieux. Plus tard ce soir-là, après avoir couché Sophie et vérifié qu'elle dormait paisiblement avec son éléphant en peluche, Amélie et Étienne s'installèrent dans leur propre lit, un sanctuaire qu'Amélie avait designé avec des plafonds voûtés et des fenêtres qui donnaient sur le jardin qu'Étienne chérissait tant. « Parfois, je n'arrive toujours pas à croire que c'est ma vie, » murmura Amélie alors qu'Étienne traçait des patterns paresseux sur son bras. « Le bon genre d'incroyable ou le mauvais genre? Le meilleur genre. » Elle se tourna pour lui faire face, étudiant les traits familiers qu'elle aimait tant. « Tu te souviens de cette nuit dans la suite? Quand j'ai entré prête à te dire ma façon de penser, prête à lutter contre cet arrangement avec tout ce que j'avais. Je me souviens de m'être dit que tu étais la plus belle femme que j'ai jamais vue, et en même temps la plus terrifiante. » Il caressa son visage. « Tu ressemblais à quelqu'un qui prendrait d'assaut le monde si nécessaire. J'étais terrifié. Moi aussi. Pas de toi. Enfin, un peu de toi, mais de tout ça. De vivre la vie de mon père. D'être piégé dans un mariage sans amour. » Il s'arrêta, ses yeux rencontrant les siens. « Je n'avais jamais imaginé que je tomberais amoureux de toi, que nous construirions quelque chose de si beau. Et maintenant ? Maintenant, je me réveille chaque matin reconnaissant. Pour toi, pour Sophie, pour le bébé qui arrive, pour cette vie que nous avons construite ensemble. » Il posa sa main sur son ventre. « Je te choisis, Amélie Rousseau, chaque jour, pour le reste de ma vie. » Les larmes piquèrent ses yeux, les mêmes mots qu'il avait dits à leur mariage, mais ils signifiaient encore plus maintenant, rendus plus profonds par tous les jours ordinaires et extraordinaires qu'ils avaient partagés. « Je te choisis aussi, » chuchota-t-elle. « Toujours. » Ils s'installèrent pour dormir, et Amélie pensa à la fille qu'elle avait été 3 ans plus tôt. Cette fille n'aurait jamais cru que la pire chose qui puisse lui arriver, être forcée dans un mariage arrangé, deviendrait la meilleure chose de sa vie. Mais c'était ce qui était arrivé. Dans l'espace d'une suite d'hôtels, 2 étrangers avaient trouvé quelque chose qu'aucun d'eux ne cherchait, mais dont tous les 2 avaient besoin. Ils avaient pris une obligation et l'avaient transformée en choix. Ils avaient pris l'arrangement et l'avaient transformé en amour. Et quelque part, dans le mariage de l'attendu et de l'inattendu, du pratique et du passionné, de l'arrangé et de l'authentique, ils avaient découvert la vérité la plus importante de toutes. Parfois, les plus grandes histoires d'amour commencent par les fins que nous craignons le plus. Et parfois, être forcé dans la chambre de quelqu'un avant votre nuit de noces ne vous défait pas. Ça vous rend entier. Sophie dormait paisiblement dans la pièce à côté, rêvant peut-être de cubes de construction et d'histoires d'amour qui commencent par « une fois que nos familles ont décidé ». Le nouveau bébé grandissait en sécurité, attendu et voulu, et déjà aimé au-delà de toute mesure. Et Amélie et Étienne Rousseau,
qui s'étaient rencontrés en étrangers dans une suite d'hôtels et étaient devenus âmes sœurs dans un lit de leur propre fabrication, dormaient dans les bras l'un de l'autre, living proof que l'amour peut fleurir anywhere, anytime, avec les bonnes personnes et un little bit de courage. Leur histoire avait commencé par « vous devez ». Elle était devenue « je choisis ». Et chaque jour, elle continuait « pour toujours ». Fin.